Pour cette table ronde, on a donc Georges Oxley qui est présent avec nous. Il est microbiologiste indépendant, spécialiste des sols, passionné par le caractère bioindicateur des plantes. Alors vous vous intéressez notamment à l'aspect alimentaire, l'aspect médicinal des plantes et puis la symbiose qu'elles opèrent avec leur socle naturel. Vous proposez des solutions écologiques aux entreprises cosmétiques, vous conseillez les agriculteurs pour des productions avec davantage de goût, de nutriments. Vous agissez pour la biodiversité et l'agriculture, notamment au Congo, dans le but, si je l'ai bien compris, de créer une fondation. Vous êtes auteur d'ouvrages, et notamment un ouvrage qui s'intitule « La fleur au fusil », paru récemment. À vos côtés, Claire Tessier, qui est animatrice, coordinatrice du pôle Conversion Bio Poitou-Charentes, et qui appartient au réseau Impact, c'est-à-dire un réseau qui a pour initiative l'agriculture citoyenne et territoriale, et vous nous expliquerez un petit peu tout cela. Et enfin, Laurent Granier, vous êtes co-réalisateur avec Fabien Ferdinandi d'une plateforme digitale pour mettre en contact les producteurs locaux et puis les cantines collectives. Alors Georges Oxley, avec cet ouvrage, vous nous livrez en fait... Moi, j'ai trouvé une formidable déclaration d'amour aux plantes sauvages, aux herbes folles, parce que selon vous, si on leur laissait un petit peu plus de place, elles nous aideraient à mieux vivre et à mieux comprendre le monde. Vous considérez ces plantes comme des régulateurs pour la santé, et je vous cite, « Les plantes sont des régulateurs, non des médicaments, elles exercent leur action sur le long terme en recherchant un équilibre continu de la santé par l'alimentation quotidienne, au lieu d'agir tel un médicament pompier après l'arrivée du mal. » Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, en fait, c'est beaucoup plus profond. Et c'est pour ça que j'étais très heureux de voir le film d'hier, La Belle Verte. Ça provient de quelque chose, parce que, comme le disait La Belle Verte, puis comme on l'a dit juste avant, Gilles Boeuf, on fait partie de ce monde. Voilà, on est des animaux. Et puis, Gilles Boeuf a exprimé le fait qu'on était formé de micro-organismes aussi, et qu'il y avait beaucoup plus de micro-organismes que de cellules humaines. Alors tout le monde le connaît un petit peu maintenant, ça s'appelle le biome. Gilles nous a montré qu'il y avait un tiers de ce biome qui provenait de l'océan. Et l'autre partie, eh bien, voilà, ça provient de notre sol. Et en fait, donc moi je suis microbiologiste, j'essaye de sensibiliser les gens pour une espèce de retour de regard sur la nature, mais aussi de le manger, de participer vraiment activement. Et pour les plantes sauvages, donc j'ai écrit 2 livres sur les plantes sauvages, le Manifeste gourmand, et puis des herbes folles, et puis Saveurs sauvages de Ré, parce que j'ai eu la chance d'avoir un ami qui m'a prêté une maison à 3 reprises au mois où personne ne vient, c'est-à-dire janvier et février, et donc aux portes, donc il n'y a personne là-bas, il n'y a même pas un magasin d'ouvert. Et donc, quand on n'a pas de voiture, un vélo et tout ça, même aller à Ars, il n'y a personne non plus. Donc, il n'y a que les plantes sauvages. Et les huîtres. Et puis, les huîtres, il fait vraiment froid. Hein. Mais bon, quand même, il y en a plein. Et en plus, vous avez... Et donc, j'ai écrit ce livre sur Saveurs sauvages de Ré, parce que juste à ce moment-là, on a fait aussi un colloque à l'université Cambridge, en réunissant... tous les gens qui s'occupaient de la nutrition, du cerveau, et puis de pas mal de pathologies comme l'autisme et tout ça. Et on en est venu à la conclusion que finalement, parce que juste à ce moment-là, il y a des anthropologues qui ont découvert les 2 premières stations d'Homo sapiens sur la planète. Et donc c'était au Sénégal, il y en a 2, c'est pour ça que j'ai... Et puis une en Afrique du Sud. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était des gens qui ont évolué, c'est des Homo erectus qui ont évolué, mais c'est surtout leur cerveau qui a évolué. Et ils ont évolué dans un milieu marin.
en mangeant pendant 1 million d'années des plantes sauvages d'origine marine. Donc les bords, les marais salants. Et donc on s'est dit, voilà, l'origine de l'homme, c'est là. Et aussi, après, je suis retourné à l'île de Ré, et puis c'était juste au début de Pâques, à peu près vers cette époque-là, et donc le supermarché ouvert, avec des gens qui allaient dans les supermarchés, parce qu'avant, il y avait le supermarché ouvert, mais c'était comme une espèce de vigie, comme ça, puis moi, je me demandais ce que j'allais acheter là-dedans. Et ils sortaient avec des sacs de salade pleins, et des roquettes dans du plastique, alors qu'il y avait des buissons de roquettes partout, et qu'ils ne les regardaient même pas, et qu'elle était 20 milliards de fois meilleure que le truc qui est passé, qui vient de je ne sais où. Voilà. Et donc je me suis dit, voilà, il faut quand même s'intéresser à ces plantes. Et ces marais salants, là par exemple, là c'est dans le Fier, donc c'est de l'Aubione, c'est vraiment là où... Eh bien, là, ces plantes sont des amas entassés. Dans une Aubione, il y a autant de protéines que dans la viande de vache. Okay, il y a 2 fois plus de calcium que dans le meilleur des laits qui n'existe plus. Et ben voilà, c'est là. Et en se mettant à ramasser ces choses-là, d'abord, on se sustend beaucoup plus rapidement, mais en plus de ça, il y a tous les oméga 3, il y a tous les antioxydants, il y a tout ce qu'il faut pour régénérer notre cerveau. Et donc c'est hyper important, de préserver ça, parce qu'il faut savoir récolter, c'est-à-dire récolter en faisant attention à couper avec un couteau et à préserver la ressource. Mais il faut savoir aussi, parce qu'il y a des gens qui vous disent non, il faut faire attention, si tout le monde mangeait ça. Mais voilà, la comestibilité de ces plantes fait partie de leur stratégie de reproduction. Et avant, ces plantes-là, les gens les récoltaient, et il n'y a rien de plus drôle que d'aller devant une ferme un peu ancienne, qui a été un peu préservée, sans produits chimiques et tout ça, et de botaniser autour, et de voir qu'il y a une biodiversité dingue, tout simplement parce que les gens ramenaient leurs plantes et les triaient, les nettoyaient, pas les nettoyer à l'eau, hein. L'eau c'est précieux, on n'utilisait pas d'eau. Juste comme ça, on frotte, on brosse un petit peu le sable, et donc ils ramenaient les graines. Et autour de ces fermes, près des tables où on triait les plantes, eh bien, il y avait plein de plantes. Alors, moi j'étais mon maître, parce que bon, j'ai fait de la biologie, mais je suis très vite parti de la biologie, parce que le système de recherche qui m'était proposé et un petit peu imposé était un peu monoculturel pour moi, donc je suis parti dans d'autres sens. Et j'ai eu pour maître pendant à peu près plus de 10 ans, 15 ans, Théodore Monod, avec qui j'ai fait des films aussi. Et donc, il me disait, écoute Georges, à l'époque c'était Lucie, hein, il y avait... donc ils avaient trouvé Lucie, et il me disait, voilà, l'homme est 2 400 000 ans, voilà. Et tout d'un coup, bon, tu repartes ça sur 24 heures, et ben ça fait donc 2,4 millions, c'est facile à reporter sur 24 heures. Donc, il a mangé des plantes sauvages dans toute sa vie, et puis tout d'un coup, il y a 10 000 ans, c'est-à-dire il y a 1 minute, il s'est mis à cultiver, à tout bousiller. Voilà, et apparition des déserts, parce que tout à l'heure on parlait, Gilles Boeuf parlait des déserts, mais les déserts ne sont pas que géologiques. Le désert du Sonora au nord du Mexique est apparu en 300 ans, ces 300 dernières années. Le Sahara n'était pas un désert avant la naissance de l'agriculture. Voilà. Donc ça c'est une chose. Et puis, tout à l'heure, donc, je vous disais que on était fait, il y avait plus d'animaux étrangers dans nous et de plantes étrangers dans nous, des microplantes bien sûr, que de plantes d'origine humaine. Et en fait, l'homme dans le placenta, dans le ventre de sa mère, eh bien, il est pratiquement indemne de... Enfin, il n'y a pratiquement aucune bactérie qu'on connaisse vraiment bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein, mais pour l'instant... Voilà.
c'est l'état de la science. Et la première insémination, c'est le passage par l'utérus. Et après, c'est donc à travers la nourriture, et donc à travers les plantes, qui sont elles-mêmes chargées de ce que leur sol sur lequel elles ont poussé, c'est là d'où va venir toute cette insémination et qui va faire de nous des hommes, voilà, des hommes. Et chacun a son terroir, ce qui fait que nous sommes des bouts de sol à pattes. Alors, oui, c'est ça, l'homme, la définition de l'homme, c'est ça, rien d'autre que ça. Et d'ailleurs, c'est très très drôle, parce que il y a, pas en novembre dernier, en novembre d'avant, 2015, ils se sont rendus compte que la station orbitale, c'est très, très chic de parler de la station orbitale, surtout pour quelqu'un qui mange des plantes sauvages. Et donc, ils ont trouvé que c'était bourré de... Et puis, bon, tout d'un coup, il y a des biologistes, enfin, il y a les gens, les ingénieurs qui s'occupent de l'entretien, ils disent, bah, il faudrait peut-être nettoyer. Donc, on va tout passer au Karcher, on va tout nettoyer, antibiotiques, machin et tout ça. Et puis, jusqu'à un moment où il y a un biologiste qui a dit, mais alors, si vous tuez tout, et s'il y a un qui résiste, vos petits élèves vos jeunes universitaires là, que vous envoyez là-haut faire des recherches, ils ne vont pas résister. Là. Ils ne sont pas physiquement et ils n'ont pas reçu l'immunisation. Leur système immunitaire n'est pas assez fort pour résister à toute cette... Et donc, fantastique. Pour la première fois dans l'histoire humaine, enfin de la science qu'on appelle moderne, il y a eu une réflexion anti-pasteurienne, anti-hygiéniste. Et là, tout d'un coup, ça commence à faire du bien. Voilà. Parce que Pasteur, moi j'aime bien parce que... Bon, mais quand même, il se lavait les mains, il serrait les mains à personne. C'était un type quand même assez spécial. Ses 2 filles sont mortes de septicémie. C'est quand même limite notre héros national. Hein. Et puis en plus de ça, les découvertes qu'il a faites, première découverte pour sauver les vers de soie, il a chopé un champignon à 2 types qui s'appelaient Ugo Bassi et Vittorio Spallanzani, Vittorio Spallanzani, qui étaient des Italiens qui avaient trouvé un champignon qui s'appelle le Metarhizium anisoplé, donc qui pousse dans le sol normalement, du moment qu'on ne bousille pas, et qui avait été utilisé. Et donc, Pasteur, il a pris ça et puis il a réussi à résoudre son problème. Sauf qu'il n'a jamais dit le nom de son champignon, et il a dit que c'était lui qui l'avait trouvé. Je veux bien. La pasteurisation, c'était quelque chose qu'on connaissait depuis le début du XVIIe siècle et qu'on utilisait volontiers pour le lait et d'autres choses. Sauf que lui, comme le lait, ça avait été déjà fait, il a breveté la pasteurisation pour le vin rouge. Alors ça, c'est très, très, très spécial. Et donc, on connaît le vin pasteurisé, bien sûr. Enfin, maintenant, on le fait autrement, mais le Roundup directement dans la terre, donc c'est la même chose. Mais voilà, c'est enlever la vie bactérienne. Parce que, en fait, cette construction bactérienne, nous la tenons en nous, un sol dans notre tube digestif. Et un sol n'est rien d'autre qu'un tube digestif de la Terre. En haut, vous avez les bactéries aérobiques, au milieu, intermédiaires, et en dessous, anaérobiques. Si vous retournez les uns au soleil et les autres en dessous, tout le monde crève. Et il reste qu'au milieu les bactéries qui sont intermédiaires, qui, par ailleurs, sont toutes les bactéries qui causent les maladies nosocomiales. Alors, moi, je ne suis pas là pour vous déprimer, et cette chose-là, la fleur au fusil, pourquoi je l'ai écrite, c'est parce qu'il faut donner des solutions. Et on a ces solutions pour tout. Théodore me disait toujours, respect pour la vie. Et ce respect pour la vie, c'est ça qui va nous sauver. Et donc, il y a une chose qui est magnifique, c'est qu'on a découvert donc, le 4 août 2015. 2015 est une grande année pour la science, parce que c'est la
première année vraiment où on a commencé à parler du biome dans le domaine public, en dehors de... Voilà. Et qui dit parler du biome, dit aussi parler de ces bactéries qui s'échangent les gènes. D'une manière, quand deux bactéries se rencontrent, qu'est-ce qu'elles font? Elles se font des histoires de bactéries. Et une histoire de bactéries, eh ben, c'est elles s'envoient des brins de gènes. Alors, c'est fantastique parce que une bactérie qui est nouvelle dans le coin, elle ne sait pas du tout comment se débrouiller. Et elle rencontre une autre de la même famille en général ou du même groupe. Et puis l'autre lui dit « Ah ben tiens, je te passe l'application ». Voilà, ça fait 2,4 milliards d'années que ça existe. Hein. On a fait ça, nous, récemment avec nos portables, pas sur moi, mais c'est comme ça que ça marche. Alors, l'information, c'est très, très important dans la vie. Tout tient là-dessus. Et c'est pour ça qu'il y a des domaines où la science est très mauvaise, par exemple pour expliquer la biodynamie. Personne ne comprend la biodynamie. La biodynamie a commencé, ça fait à peu près 1000 ans que des gens comme Hildegard de Bingen ont compris qu'il y avait des micro-organismes qui vivaient et que l'amour divin pouvait, alors elle appelait ça, c'était son truc, mais l'amour divin pouvait traverser ces micro-organismes et se transmettre comme ça. Eh bien, ça s'appelle la biodynamie. Voilà. Mais les gens ne savent pas comment c'est. Et c'est trop compliqué pour les philosophes à comprendre ça, alors que, bon, j'en passe, je les adore, hein, Michel Onfray, j'adore, mais il y a des trucs où ils dérapent un peu, où il y a un peu de modestie. Voilà. Il faudrait un peu de modestie. La science, on se pose des questions. Voilà. Après, ce qu'il faut aussi, c'est comprendre comment ça marche un petit peu. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous parlais de l'information, mais donc, ce fameux 4 août 2015, on a découvert que le plus vieux fossile d'algues sorti de l'eau qui devient une plante. Alors, on a trouvé le fossile, c'est drôlement bien. Ça, c'est prouvé, hein, donc on l'a sous les yeux. On a un microscope électronique et tout ça. On a vu que la symbiose entre la plante, voilà, une plante, c'est une symbiose, c'est un végétal qui a décidé de s'allier avec un champignon. Et il est sorti de la mer, on a vu tout à l'heure, pour conquérir le monde et amener la vie sur Terre. La vie sur Terre est commencée comme ça. Voilà. Nous, on est animal, des animaux, on s'en fout de ça. Je vous parle là de 600 millions d'années. Hein. Nous, c'est 8 millions. Hein. C'est bien. Et alors, juste une chose, c'est que cette symbiose, c'est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que une plante s'allie avec un champignon, parce qu'en France, on oublie beaucoup les champignons. Et un champignon, c'est quelqu'un qui décide de s'allier à une plante pour lui faire la cuisine. Et elle lui dit, un champignon, c'est un filament qui se développe de 3 cm par jour d'une manière exponentielle. C'est-à-dire qu'un jour, vous avez 3 cm, le lendemain, vous avez 3 fois 3 cm, le lendemain, vous avez 15 fois... Voilà, ça va dans tous les sens. Et ça va dans tous les sens dans un but de trouver la nourriture. C'est-à-dire qu'on a fait des essais dans un petit labyrinthe où on a mis une graine d'orge qui sentait bien le sucre fermenté, maltais, tout ce que vous voulez, et puis on a mis un spore de champignon. Eh bien, le spore de champignon est allé dans le labyrinthe qu'on a mis dans la boîte à pétri, donc la petite boîte de laboratoire, est allé directement sans se planter une seule fois devant un mur. Et ça à une vitesse record. Et donc, et en même temps, il y a donc des choses qui sont fantastiques, parce que ce champignon s'allie avec des bactéries. Vous m'arrêtez si ça devient trop compliqué. Hein. Et ces bactéries, en fait, elles s'échangent des applications qui marchent avec l'électricité. Donc, vous avez un champ électrique qui se fait autour de ça. Et donc, un champignon, c'est le plus grand être au monde. Hein. On a trouvé un champignon qui a 4000 ans, qui mesure 4 mètres d'épaisseur, 5 mètres d'épaisseur, sur à peu près 100
stade de foot. Hein, donc 5 km de long, 10 km de large, 5 km de... bref, l'inverse. C'est une chose qui va très vite. Et en même temps, on s'est rendu compte que ces champignons nous fabriquaient les acides aminés essentiels. C'est-à-dire que ce sont des acides aminés que nous, humains, nous, animaux, ne sommes pas capables de fabriquer. Et donc, ces choses-là, on doit aller les chercher dans la nature. Et ça, c'est le grand problème. Voilà. Et quand vous labourez, vous coupez tous les champignons. Ils n'arrivent plus à fabriquer l'acide aminé essentiel. Et ça va d'une manière très très vite. Et donc les gens qui ne mangent, ça c'est une des choses que je dis, qui ne mangent que des produits de culture conventionnelle, ou labourés, machin et tout ça, ils sont en carence d'acides aminés essentiels. Alors on le compense en mangeant des poissons ou en mangeant la viande, la vache qui a mangé de l'herbe sauvage. Et c'est pour ça que c'est très important aussi de manger des plantes sauvages. Et puis, il y a une chose qu'il faut absolument vous dire par rapport au sujet, parce que moi je ne réponds jamais à la question, et je tourne toujours autour du sujet, parce que c'est comme ça qu'on grappille vraiment l'aura de la chose. Il y a une chose que la plante a fait après s'être alliée aux bactéries et aux champignons, qui est essentielle. Il y a à peu près 250 millions d'années, elle a inventé une chose extraordinaire. Elle a inventé la graine. Alors, la graine, ce n'est pas uniquement pour qu'on puisse casser la graine. C'est surtout pour attendre le bon moment et les bonnes conditions climatiques pour pouvoir lever sa dormance. Elle se met en dormance, et puis elle attend, qu'il y ait de l'eau, mais qui est bon, et puis aussi qu'il y ait des bons produits. Des bons ou des mauvais. Par exemple, on a fait un relevé des plantes qui lèvent avec le Roundup. Moi je peux vous citer quelques plantes, où dans la fleur au fusil, je vous montre à Sarajevo les plantes qui poussent derrière les obus. Quelle plante qu'est-ce que fait lever comme dormance un obus qui tombe? Et c'est extraordinaire. Et là, on revient sur tout l'histoire de Théodore Monod, respect pour la vie, parce que vous voyez derrière, dans ce trou d'obus, en très rapide, en accéléré, toute l'histoire, l'évolution qui revient. Et il se trouve que la plante, en levant sa dormance, elle fait un travail sur le sol pour ramener un peu plus d'équilibre, faire progresser la machine, faire progresser la vie. Et ce progrès de vie répond à des conditions bien précises. Et alors là, il se trouve que souvent, ce qui se passe dans le sol, sur le biome, la recréation de ce biome du sol, eh bien, on peut l'interpréter et s'en inspirer pour se soigner nous-mêmes. Et donc, alors c'est terrible parce que moi, je suis biologiste, je ne suis pas médecin, et donc je n'ai pas le droit de soigner les hommes. Donc vous ne verrez pas soigner les hommes, j'en parle pas. Et n'empêche que vous citez quand même des exemples dans votre ouvrage. Mais là, il m'est arrivé une chose magnifique, c'est l'année dernière, j'ai des amis, puis ils m'ont demandé, vous pouvez pas soigner on a les chevaux qui sont malades et tout ça. J'ai dit, on va soigner les chevaux. Et alors donc c'est les chevaux de course à Chantilly, et donc j'ai dit voilà, on reprend biotope originel du cheval, donc les plantes qui nourrissent comme ça, et puis on voit les cas typiques viraux sur le sol, les plantes qui s'occupent de ça, et puis après on voit les champignons et on recrée la symbiose. Et donc plantes sauvages plus champignons, les chevaux, 180 chevaux, maladie de Lyme, grippe, des choses absolument terribles, impossible à soigner avec des antibiotiques, soigner en un mois, même pas, 10 jours. Et les os aussi, refaits. Et donc, c'est cette connaissance du sol
Et en fait, c'est comme si, à travers ces plantes, qui poussent spontanément, ces plantes sauvages, ces plantes sentinelles, c'est comme si la terre nous parlait plein de fleurs à la bouche. C'est ça. Alors, vous dites aussi que les plantes, justement, par cette symbiose qu'elles ont avec le sol, elles sont les révélateurs et elles peuvent avoir un rôle contre la lutte contre le réchauffement climatique, parce que c'est quand même l'un des grands dadas aujourd'hui. Vous dites, aujourd'hui, le climat, c'est la nouvelle guerre. Il ne s'agit plus d'une guerre mondiale, une guerre entre hommes. C'est la première guerre planétaire dont l'homme est une victime collatérale parmi d'autres. Depuis une usine, un bureau, l'impact n'est pas toujours évident. L'homme a déclenché cette guerre par inadvertance. Comment pourrait-il se sentir concerné? Une nouvelle extinction générale des espèces, trop facile. Après quelques charrettes d'espèces condamnées, les effets dévastateurs sur les populations humaines ne tarderont pas à mettre tout le monde au diapason. Notre espèce est en jeu. Ah ben, absolument, ça. C'est moi qui ai écrit ça. Non, mais ça c'est évident. Mais voilà, justement, c'est tout ce problème. C'est tout ce qu'on voyait hier avec Colline Serrault, tout ce qu'on voit avec Gilles Boeuf. La question, c'est plus d'en parler avec les politiques et tout ça. De toute façon, par exemple, là, je suis en train de mener une espèce de croisade, et c'est vraiment une croisade, une quête de Graal, je ne sais pas comment on appelle ça, mais peut-être qu'un jour, il ne faut jamais désespérer, pour arrêter ces massacres de canards et que les gens puissent soigner, les éleveurs puissent soigner la grippe aviaire, et aussi arrêter le gavage, parce qu'il y a des plantes, un peu de botanique vous montre qu'en utilisant d'autres plantes, et puis ne serait-ce qu'en se baladant au bord des salins et en voyant ces oies absolument sublimes, bernaches qui arrivent et qui se nourrissent en une semaine et qui prennent de quoi faire 5000 km sans arrêter, voilà, qui font un foie gras absolument sublime, mais je n'irai pas les embêter. Ben voilà, c'est inspirer, regarder la nature, s'intéresser, c'est tellement important. Et puis un peu de botanique aussi, parce que, par exemple, toutes ces plantes des salins qui nous nourrissent, tout le monde se plaint dans l'agriculture du sel qui monte avec le Bangladesh, tout ça. Si on changeait, si on s'intéressait à d'autres nourritures aussi, c'est incroyable. C'est une fois... Excusez-moi, il y a 10 ans, plus que ça, il y a 15 ans, 20 ans, je sais plus, on était allé au Pérou parce qu'ils nous ont invités pour faire des choses de produits industriels, je sais pas, alimentaires, quoi. Et en fait, on va dans la montagne et... à la porte des Andes à Huancayo, super restaurant des Indiens, super fiers, ils arrivent avec une patate comme ça. Je leur dis, ah, c'est super, enfin, une vraie patate des Andes. Mais il dit, ah ben non, ici on mange pas des patates des Andes, on mange que des patates canadiennes. Hein. Et donc, je me suis rendu compte que les Indiens, en fait, ne mangeaient pas, les Andins, ne mangeaient pas leurs patates, on parle là de l'an 2000, 2003, 2004, parce que c'était de la nourriture de pauvres. Incroyable, 3000 variétés de patates. Et ils ne la mangeaient pas, c'était être sous-développé. Alors moi j'ai dit, non, c'est pas possible. Donc on est allé là, on a mis ensemble 8500 communautés, pas tout seul, hein, on a fait des relais, des machins et tout ça, communautés au-delà de 3500 mètres d'altitude, on a fait toute une chaîne, on a organisé le transport avec un homme d'affaires péruvien, et on a fait un contrat avec les supermarchés locaux, qui s'appellent Vong à l'époque, c'est les Chinois, mais les Chinois péruviens depuis 2 siècles, 3 siècles presque, et on a vendu, on a nettoyé les patates, et on les a vendus. On a fait des trucs de toutes les couleurs, tous les trucs, avec la patate du fiancé, les trucs, parce qu'il y avait des patates, c'était tellement drôle, c'est la preuve que les Indiens donnaient à la nouvelle bru. La mère donnait une patate impossible à éplucher, qui est fait que de petites boules comme ça. Et donc il fallait l'éplucher impeccablement en le moins de temps possible. Et là, vous étiez une bonne femme à marier. Et donc voilà. Mais c'est incroyable. Et je pense que voilà, le rôle d'un biologiste, c'est bien de rester aussi, s'intéresser à... Mais il y a un moment où, là il faut agir. Il faut sortir du labo et il faut passer à l'action. Il faut surtout pas... Enfin, j'aimerais bien compter sur les politiques, mais ça m'a... Bon.
Mais peut-être comme ça, on avance. Oui, je pense que plus on informe, et mieux c'est de toute façon. C'est un peu notre rôle à tous. Donc vous parlez de ces plantes qui peuvent avoir un rôle, donc, on disait, dans la lutte contre le réchauffement. Vous mentionnez également un rôle dans la lutte contre la désertification, et vous préconisez, Gilles Boeuf y faisait allusion, le non-retournement des sols. Oui, mais pire que ça, c'est-à-dire que les champignons, par exemple, ici j'aimerais bien aussi parler des champignons, les plantes qui s'allient avec les champignons. Quand vous voyez une dune, eh bien, une herbe dessus, en fait, ce qui retient, c'est pas l'herbe, c'est le filament qui va s'accrocher, parce que l'herbe, une racine d'herbe, ça mange pas, ça s'accroche pas du tout au caillou. Les seuls êtres qu'on connaisse qui mangent du caillou et du métal, c'est les champignons. Et donc, ils s'accrochent là-dessus, et donc, chaque petit filament qui est accroché à la racine va s'accrocher à un grain de sable, un grain ou 2 grains, et il va retenir. Et un filament est capable de retenir 34 000 fois son poids. 34 000 fois son poids. Hein. On ne connaît pas de truc plus fort sur la planète. Enfin, moi, je n'en connais pas. Vivant, en tout cas. Et puis, quand il y a une vague qui arrive, eh bien, elle rentre dans la dune, pssst, et elle s'en va. Mais les champignons, ils sont tous accrochés à leurs petits cailloux. Hein, et rien ne bouge. Et alors c'est très drôle parce qu'on est allé aussi en Camargue pas mal de temps, au Salin de Giraud, dans les salins même, là où il faut passer avec une carte et tout ça. Donc il y a l'endroit des locaux où ils mettent, où ils ont fait plein de barrages pour protéger la dune. Et puis donc ils ont mis plein de trucs en béton là, pour protéger des brise-vagues, ils appellent ça. Et en fait, la vague, elle tombe là-dessus, et puis elle repart et elle prend tout le sable en dessous. Donc le brise-vague, il s'enfonce. Et puis le champignon ne peut pas se développer parce que le champignon, il a besoin d'air, il a besoin de respirer. Et puis voilà. Et puis là où ils n'ont rien fait, parce que c'est soi-disant les gens qui ne sont pas du coin, hein, qui viennent et tout ça, ben, ils n'ont rien fait. Et ben, c'est le seul endroit qui reste aujourd'hui. C'est le seul endroit qui fait aujourd'hui une avancée dans la mer. C'est incroyable. C'est une chose. Et alors, un champignon, ça fait une molécule qui s'appelle la glomaline. La glomaline, c'est donc les champignons qui vivent dans le sol. Hein. Je ne vous parle pas uniquement parce que vous avez les champignons, on pense souvent que le champignon, c'est un truc avec un chapeau et tout ça. Non, il y a aussi des choses qui vivent. On connaît les truffes, mais il y a aussi des choses qui font dans le sol. Eh bien, ces champignons font des réserves. Et ces réserves, souvent, la plupart du temps, ça l'oublie. Et donc, le plus gros puits de carbone qu'on connaisse, ce sont ces mycorhizes. Et ces mycorhizes, bah, ça fait longtemps. Hein, depuis 2006, on était allé avec un Américain donc, qui s'appelle Paul Stamets, qui est absolument génial, grand spécialiste sur la planète, qui est du côté de Seattle, dans l'État de Washington, sur une île en face. Donc lui, il a fait un relevé. Nous, on fait des relevés botaniques, mais on fait aussi des relevés de champignons et de bactéries. Et donc, un relevé de tous les champignons de la Grande Prairie. Et en fait, après, on les cultive en laboratoire, ces champignons, et après, on peut redonner l'information au territoire détruit. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que tout d'un coup, vous avez un territoire qui a été labouré, passé au Roundup, pesticides, tout ce que vous voulez, eh bien, d'une manière accélérée, on peut redonner cette information de la vraie grande prairie américaine qui a complètement disparu. Et en fait, c'est très important pour la nutrition, parce que la plupart des plantes que nous mangeons aujourd'hui, le blé, tout ça, le riz, hein, ça vient de la grande prairie et des abords des rivières qui passent dans la grande prairie. Et maintenant, on a réussi à cryogéniser ça, et même on a fait des essais avec un champignon, mais là, parce que moi je ne publie pas tout, et je ne peux pas tout publier, parce que, enfin, c'est la même chose que je viens de dire. Et parce qu'en fait, on a trouvé, par exemple, des champignons qui bouffent le Roundup. Et en fait, si je publie ça, le seul procès que Monsanto a perdu jusqu'ici, c'est justement parce que leur truc n'était pas biodégradable.
Alors si tout d'un coup je dis que j'ai un truc naturel pour... Vous lui tendez la main. Ça va pas très bien. Donc je m'abstiens. Et puis c'est la même chose, tout le monde parle de la maladie de Lyme et tout ça. Sur les chevaux, on l'a détruit. Mais je peux pas publier parce que, en fait, on a fait les études sur les effets des antibiotiques sur les chevaux. Alors ça enlève la maladie, mais les symptômes. Mais les bactéries, quand on les analyse en laboratoire, on voit qu'elles multiplient par 4, 5, 10. Donc, voilà. Mais ça, c'est dramatique, parce que ça, c'est un effet des antibiotiques dont on ne parle pas. C'est-à-dire qu'en mettant en dormance ces bactéries continuent à se multiplier. Et donc, elles acquièrent une certaine résistance. Et donc, on a des bactéries qui deviennent de plus en plus résistants. Alors que les champignons, ils activent des champignons médicinaux, ils activent ce qu'on appelle les natural killers maintenant, ce qui sont avant on appelle les phages en français, c'est un nom bizarre, vous avez les globules blancs, les machins, on n'a jamais vraiment déterminé tout ça, maintenant on commence à comprendre beaucoup mieux, mais donc, et les natural killers, ils vont bouffer toutes les bactéries et nettoyer, qui sont en dormance, et les nettoyer. Et donc elles disparaissent. Ce qui fait que... Mais je ne peux pas publier ça, parce que l'entraîneur, quand il a donné ça, il a vu tous ces animaux, ils étaient guéris, et puis en plus de ça, ils gagnaient. Alors il a dit, non, je ne vais pas dépenser de l'argent là-dessus, parce qu'ils gagnent tous là en ce moment. Donc voilà, donc c'est un grand problème, la science aussi, parce que en allant là-dessus, c'est pas une démarche scientifique, vous comprenez? Parce que la démarche scientifique classique, c'est d'aller, on fait sa découverte, puis on la publie, machin, tout ça. Non, moi, voilà, il y a des choses qu'il ne faut pas publier non plus. Oui, le contexte qui fait que... C'est bien dommage. Oui. Claire, moi, je me demandais, en écoutant, en lisant ce que préconise Georges par rapport au non-retournement des sols, est-ce que c'est quelque chose que vous essayez d'instiller auprès des agriculteurs que vous rencontrez, par exemple ? Alors, je vais peut-être pas me faire que des amis. D'une part, je suis pas technicienne ni biologiste, donc moi j'interviens, je suis là pour vous parler un petit peu de ce que je fais dans le cadre de mon travail pour développer la conversion en agriculture biologique, mais on a un souci quand même avec le fait de non-retournement en agriculture biologique sur des systèmes qui passent d'une agriculture conventionnelle à une agriculture biologique, c'est que on a cette histoire de concurrence. Et que du coup, quand on n'a plus de chimie pour tuer les herbes concurrentes, l'outil, c'est la charrue. Alors, il y a aussi un mouvement de producteurs qui sont plutôt dans une agriculture dite de conservation, où là, il n'y a pas de retournement des sols. Sauf que, c'est très intéressant, ils arrivent effectivement à retrouver, notamment en termes de structure du sol, etc., des structures de sol très intéressantes. Mais ils ont le Roundup. Parce que quand au bout d'un moment ça devient trop envahissant, avant de ressemer, on fait le ménage. Ça, dans la bio, on le fait pas. Donc du coup, c'est vrai que on est plutôt sur des méthodes mécaniques, et qui dit mécanique, on dérange un petit peu tout ce bordel qui est à la surface du sol, quoi. Donc après, il y a des méthodes plus ou moins agressives, entre du labour mal fait, l'enfouissement de la matière organique sous terre, et puis plus rien qui bouge après. Et puis des méthodes entre guillemets moins agressives, où on va essayer de griffonner juste un peu les herbes concurrentes en surface du sol. Mais c'est vrai que agriculture de conservation et agriculture bio, dans la théorie, ou pour un agronome, pour un biologiste, etc., c'est quelque chose qui fonctionne. Aujourd'hui, pour faire passer, parce que moi c'est ça mon travail, c'est que des agriculteurs qui aujourd'hui en agriculture conventionnelle puissent réinterroger leur système de production et changer de mode de production, changer de modèle. Du coup, c'est peu pratique. Il y en a qui le font, mais j'allais dire que c'est pas dans les débuts. Enfin, déjà, on va changer de système de production, s'imposer des contrôles, s'imposer une réglementation, arrêter la chimie. Ça fait pas mal de changements déjà dans la tête du bonhomme, quoi. Donc il faut aussi, voilà. Oui, mais changer la tête, on sait bien que voilà, c'est pas, on peut le décréter, mais qu'après concrètement sur le terrain, on n'y arrive pas forcément. Et notamment, des agriculteurs qui ont vu leurs parents parce que généralement quand on passe en bio, c'est rarement à 25 ans, c'est plutôt à 45, 50, enfin voilà. Et
Et ben voilà, on a vu ses parents faire avec la charrue. Nous-mêmes, on a utilisé la charrue jusqu'à 45 ans. On a vécu l'apogée des pesticides et on se dit là changer ça fait vraiment des gros changements quoi. Donc voilà, c'est pas forcément une technique qui est utilisée, même si j'entends bien que sur le papier ça a des tas de vertus, ça a des tas d'atouts, etc. C'est déjà pas simple de vendre la conversion en bio, mais alors si en plus il faut que je leur dise vous rangez les outils et les tracteurs, là ça va être encore plus compliqué quoi. Apprendre la botanique. Mais apprendre la botanique, apprendre l'agronomie, enfin il y a plein de trucs qui vont avec ça. Hein. Les 50 plantes qui sont dans le jardin, une fois qu'on les connaît, c'est pas grand-chose. Vous avez plus de 50 amis quand même. Là, c'est quand même votre travail, votre truc commercial. Je sais que vous n'êtes pas au téléphone avec des gens quand on est sur un tracteur, mais voilà, c'est exactement la même chose. C'est les 50 machins. Et elle vous indique exactement votre niveau de... Parce que les gens, ces 50 plantes, d'abord, la plupart des gens pensent pas qu'elles sont comestibles. Donc, par exemple, quand on fait du fourrage pour les bestioles, du maïs fourragé, les gens pensent à la concurrence. Donc, ça, c'est quand même bizarre. Et puis, parce que souvent, le kénopode qui pousse au milieu est 1000 fois, je dis bien 1000 fois plus nutritif que le maïs qui pousse à côté. Donc c'est de la culture de pénurie déjà. Donc c'est 50 plantes. Ça c'est vraiment la chose. Quand on passe en bio, c'est de comprendre à quoi servent les plantes. Alors c'est bizarre parce que pour un agriculteur, on imaginerait que les agriculteurs puissent connaître la nature. Mais en réalité, ils connaissent l'agriculture. Et en fait, les chasseurs-cueilleurs, c'est ceux qui sont dans les villes. Ou alors les pêcheurs. Les pêcheurs sont les chasseurs-cueilleurs. Mais ils sont tous réfugiés dans les villes, sauf qu'ils sont déconnectés un petit peu. Mais on a ça dans les gènes dans la ville. Essayer de se débrouiller quand on n'a pas rien à bouffer, voilà. Après, même si effectivement on n'est pas... l'agriculteur, il fait de l'agriculture, et effectivement, c'est pas un chasseur-cueilleur. Après, rapidement, et parce qu'il n'a pas le choix, les aspects symbiose, complémentarité des plantes, utilisation de l'azote de l'air pour nourrir les plantes, etc. Ça, c'est un élément qu'il est très rapidement obligé de prendre en compte et qu'il prend en compte. Bravo. Parce que économiquement, voilà, on sait qu'on n'a pas le droit de mettre des engrais chimiques, que des plantes, pour pousser, quelle que soit leur nature, elles ont besoin d'azote, et que l'azote, le meilleur moyen d'aller le chercher, c'est de le prendre dans l'air et de le faire synthétiser, notamment par des légumineuses, par exemple. De le rendre assimilable pour les plantes par des légumineuses. Ça coûte 0 €. Elle se débrouille toute seule, et voilà. Et en plus, on a après d'autres intérêts agronomiques, de nettoyage du sol, enfin voilà. Donc ça, il l'apprend au fur et à mesure, ou il le réapprend si on veut penser culturellement il le savait avant. Mais après, voilà, on peut pas faire une révolution individuelle quand on veut changer un modèle agricole. On peut pas se dire... Alors ça peut marcher sur certaines personnes, l'entrée par la botanique. Aujourd'hui, quand un agriculteur passe en bio, il passe globalement pour 3 raisons. Soit il passe pour une raison économique, soit il passe pour une raison de santé. La sienne, celle de ses salariés, etc. Parce que voilà, il se rend compte que ça fait un peu flipper quand même, les pesticides. C'est les 2 motivations principales, et l'argument santé revient de plus en plus souvent. Nous, les coups de téléphone qu'on reçoit, c'est de plus en plus l'argument santé qui revient. Et puis le troisième, je l'ai zappé, voilà, 1, 2, 3. Peut-être que c'est plus rentable. Non, et après voilà. Et l'autre aspect, c'est le défi technique, technologique. Enfin voilà, c'est de se dire, je suis arrivé... On voit bien qu'on va dans le mur, là. Mon système, je ne suis devenu qu'un exécutant, je ne réfléchis plus, et voilà. Et du coup, même si je suis un agri-manager à fond sur la technologie, etc., j'ai envie d'essayer autre chose. Donc c'est ces 3 raisons-là. Et après, selon sa motivation, et perte de liberté, perte d'autonomie économique, enfin plein d'aspects. Et du coup, c'est selon la porte d'entrée par laquelle il vient. Mais la porte économique en est une, du coup il va venir plus ou moins vite à retrouver de l'agronomie, enfin voilà, c'est... Le non engrais total, à mon avis, il est
quasiment impossible. Parce que, en fait, l'agriculture, c'est quelque chose de synthétique, c'est quelque chose de totalement artificiel. Et en fait, dans le système agricole, finalement, les animaux font pousser ce qu'ils mangent. C'est-à-dire que, par exemple, le cheval va faire pousser les arbres. Et en fait, le C sur N, donc carbone sur azote, c'est un peu compliqué, du cheval, ça veut dire le sucre, le bois contre la protéine animale. Et donc il y a 80 de bois. Donc il y a 8 parts de bois par rapport à 2 parts d'azote. Alors que la vache, c'est 10, donc c'est hyper équilibré. Donc, et alors tout d'un coup, on tombe sur le mouton. Donc la vache, c'est ce qui est... Les vaches, on les trouve dans la grande prairie. Et donc les vaches, c'est ce qui a été utilisé par l'homme pour domestiquer les plantes et les rendre cultivables et les améliorer. On appelle ça améliorer. Pas chez moi, hein, mais chez les agriculteurs. Et en fait, donc on en a besoin. Et c'est aussi ce qu'on retrouve. C'est cette idée aussi que l'on retrouve, je reviens à la biodynamie, parce qu'on pense que c'est des trucs de fous furieux, mais en fait, moi ça m'intéresse beaucoup, parce qu'on retrouve des intuitions de la microbiologie cellulaire dans la biodynamie. Donc c'est ce qui m'intéresse. Et du langage des plantes aussi, c'est-à-dire le langage, l'action des plantes sur le sol. Et donc on fait des cornes qu'on laisse remplies de bouse de vache, qu'on laisse dans le sol pendant un hiver, et après on le dynamise et on a dans une corne peut-être un facteur 10 millions de plus, je ne suis pas sûr du chiffre, hein, mais c'est à peu près ça, et de plus de bactéries, de vie bactérienne à l'intérieur de ça qu'il y a dans la bouse fraîche. Et donc c'est cette vie bactérienne plus que l'azote elle-même. Donc on peut compenser, on peut utiliser plein de légumineuses, mais c'est en fait... c'est la vie bactérienne qui est avec ces légumineuses, qui n'est pas complète pour le sol. Et donc, un agriculteur aura du mal à se passer totalement de l'engrais animal. Et puis, surtout, les moutons, c'est terrible, parce que les trucs de l'île de Ré, là, qui sont les choses les plus importantes, les plantes de l'île de Ré, ou des salins, qui sont les plus importantes pour notre cerveau. Vous imaginez qu'on les donne aux moutons et aux chèvres ? C'est une chose hallucinante. C'est nous qui devrions manger ça. Là, on est en train de rendre les chèvres et les moutons plus intelligents que nous. C'est absolument fou. Et en plus de ça, les déserts, en fait, ont été beaucoup. Quand on parle de l'agriculture, on parle aussi de la Bible, par exemple, qui, dans le Moyen-Orient et tout ça. On parle de la lutte entre les éleveurs migrants et les pasteurs, et puis qui ont des chèvres qui sont des diables avec des boucs et des pieds cornus, et les autres qui sont des vaches avec le veau d'or, et qui sont les riches et tout ça. Et puis, on voit après les îles grecques, et puis toutes les steppes asiatiques, il y a quelques milliers d'années, c'était encore c'est pas un changement, c'est les animaux qui ont fait ça. Avec les hommes qui ont fait de la surproduction de ces animaux typiques. Parce que les chèvres, elles font pousser, comme les moutons, que des petites herbes. Et ce sont des herbes pré-désertiques. Donc elles fabriquent, elles apportent le désert. Alors, on le disait au cours des conférences précédentes et même au cours de celle-ci, hein, qu'il y a quand même une prise de conscience, des évolutions, des volontés de faire bouger les choses. Et vous, Laurent Granier, est-ce que vous sentez que les choses évoluent par rapport justement, ne serait-ce qu'à cette loi qui a été prise, votée, avec une préconisation de 40% de production locale dans les assiettes des cantines collectives et de 25% de bio, ou 20% à l'orée 2020. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir le tenir ? Comment vous voyez les choses ? Alors je voulais déjà rebondir sur ce qui avait été dit, parce que je n'ai pas les compétences scientifiques pour avoir un examen approfondi de ce que Georges a pu développer. Ce qui est certain, c'est qu'à notre niveau, comme il l'a bien dit, l'intérêt c'est de changer la tête tout d'abord, et de bien prendre en considération qu'il y a un décalage certain entre le discours, bien souvent, et les actes. La société Le Bon Sens, elle a été créée il y a 2 ans, sous une forme de société commerciale. Pourquoi ?
parce que déjà, on s'aperçoit qu'au gré des changements politiques et associatifs, certains projets sont abandonnés assez rapidement. Sans faire de parallèle, si vous voulez, dans une vie d'élu local, vous avez les 2 premières années où on est élu, les 2 années suivantes où on va mettre en place un projet, et puis la 3e année, on sait peut-être qu'on va rester ou pas. Et donc, lorsqu'on a lancé un programme, il est très difficile de le tenir. Donc, on a fait ce choix en fait de la pérennité, de partir de très loin. Il faut savoir que les enjeux de la restauration collective, puisque c'est notre cible, en France, c'est 11 millions de repas par jour, donc c'est l'essentiel en gros de ce qui est pris dans les repas par les personnes hors domicile le midi, notamment. Donc ça concerne des petites écoles jusqu'à des grosses universités qui servent jusqu'à 5 ou 6 000 ou 10 000 repas. Donc le marché est très vaste. Alors, pour ne pas partir dans les explications un petit peu scientifiques, l'idée effectivement de faire rentrer des produits bio et des produits locaux dans les cantines, c'est un enjeu un petit peu compliqué, ne serait-ce que par rapport à ce que vous avez dit sur les légumes notamment, qu'il faut traiter, désinfecter, puisque les bactéries dans les cantines collectives... non mais les bactéries dans les cantines collectives aujourd'hui, pour les cantinières, si vous voulez, c'est quelque chose, ou pour les gestionnaires de cuisine, c'est quelque chose qui est proscrit. Alors on a des problématiques diverses. La première, c'est effectivement d'utiliser des outils de transformation. Donc dans la synergie d'approvisionnement en circuit court ou de proximité ou bio, l'idée c'est d'amener aussi des produits sains et de bonne qualité qui soient plus ou moins préparés, ce qu'on appelle en 4e gamme, c'est-à-dire prêts à l'utilisation. Parce qu'on nous dit aussi qu'effectivement, éplucher des légumes, ça prend du temps, ça prend donc des ressources humaines, et donc il y a une baisse de la rentabilité et du coût du repas. Il y a ensuite le problème de ce coût repas. Sachez qu'en France, la moyenne à peu près du prix consacré aux denrées alimentaires est de 1,50 € par repas et par convive. Ça veut dire qu'en gros, lorsque vous payez un repas 8 €, ce sont tous les coûts annexes qui, en fait, génèrent beaucoup plus le prix. Ce qui veut dire qu'effectivement, on peut agir sur les produits. Alors, c'est là-dessus qu'il faut se battre, effectivement. Se battre en faisant passer un certain nombre d'idées. Sur les cantines collectives de la Charente-Maritime, si je me trompe, on est à peu près sur une répartition de produits bio à peu près de 3% dans la composition des menus. Alors, vous avez des cantines qui sont passées en tout bio, pour certaines, c'est vraiment des modèles, et puis certaines qui sont en zéro bio. Alors à savoir qu'aujourd'hui, la région, je crois, subventionne, notamment dans les lycées, à hauteur de 20%, les fameux 1,50 € plus 20% pour permettre d'acheter du produit bio. Mais enfin, la démarche, elle est assez timide, il n'y a pas grand-chose qui se passe, et je dirais là encore, il y a beaucoup d'attentes et pas encore beaucoup de résultats. Alors, pour développer un petit peu ce que nous faisons, on a parlé de plateforme numérique, c'est-à-dire qu'on est fort d'une expérience en fait dans le domaine du numérique et de la mise en relation, notamment entre producteurs et cantines collectives. Notre but, ça a été de créer donc une vitrine virtuelle à titre expérimental ici donc sur un triangle qui se situe entre La Rochelle, Rochefort et Surgères, de façon avec un panel d'agriculteurs et de cantines collectives, pouvoir expérimenter toutes les problématiques, que ce soit depuis l'analyse du producteur par rapport aux besoins, la logistique, la livraison, le volume de commandes, etc. Parce que autour de la restauration collective, il y a beaucoup d'autres problèmes qui sont liés non pas simplement à la qualité alimentaire, mais aussi à la logistique et la disponibilité des produits. On nous explique souvent d'ailleurs qu'en Charente-Maritime, on n'a pas les quantités nécessaires, ce qui est absolument faux. Sur bien des éléments, la plaine de Nice, c'est 65... Enfin, excusez-moi, la CDA de La Rochelle, avec ses 38 communes maintenant, c'est 65% de terres agricoles. Alors, on est passé effectivement au tout céréal, on est passé pendant des années à un certain nombre de défrichements.
Mais aujourd'hui, peut-être, il y aura un retour à une production un peu plus raisonnée, à une production bio et à une possibilité d'approvisionner certaines cantines locales, encore une fois, en produits issus de la plaine de Nice notamment. Alors, circuit court, il ne faut pas s'y tromper. Un circuit court, c'est un circuit qui préconise soit la vente directe, soit avec un seul intermédiaire. Donc sachez qu'un produit qui est en circuit court peut venir d'Espagne. Un produit bio peut venir d'Italie ou, pareil, d'un autre pays européen. Donc aujourd'hui, la problématique de la qualité, de la proximité, en lien avec le développement durable, puisque là le sujet est très vaste, hein, c'est les 3 critères qui sont en fait en compétition. Le meilleur produit bio, local et à proximité, ça va mettre un petit peu de temps. Donc là, il faut manœuvrer, effectivement. Il y a des possibilités. Aujourd'hui, il y a une grande démarche en Charente-Maritime initiée par le conseil départemental pour l'approvisionnement en circuit court. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité. Au niveau national, effectivement, il y a une loi qui a été votée, la loi de Brigitte Allain, députée de la Dordogne, pour imposer dans les cantines 40% de produits locaux et 20% de produits bio. Bon, il faut savoir que cette loi elle a été amendée par le Sénat et elle est en grande discussion et il n'y a rien de fait réellement, hein, puisqu'à chaque fois, ça pose tellement trop de problèmes de manger sain qu'apparemment, il faut tout repenser. Et puis, ensuite, vous avez la chaîne de décision. Effectivement, on a des acteurs multiples, on est en phase de choix qui, d'un seul coup, lorsqu'on fait de l'allotissement sur un marché public, on donne plus de travail à tout le monde. Donc, peut-être que les industriels gagneront. Peut-être que les industriels gagneront sur la restauration collective. L'industrie s'adapte aussi. Hein. Je pense qu'il y a des produits qui seront nécessairement améliorés au travers des outils industriels. Donc il faut absolument mettre en rapport les acteurs, essayer de trouver les bons compromis pour essayer d'aller au plus vite. Mais il y a du travail. Laurent, excuse-moi, c'est génial ce que tu fais. Parce que, en fait, j'essaye de t'apporter beaucoup d'espoir. Le mois dernier, toutes les cantines administratives et scolaires de l'État de New York sont passées en bio local. Donc ça existe. Donc non seulement ça existe, non seulement c'est possible, mais en plus de ça, c'est rentable. Donc c'est très bien ce que tout à fait. Et puis, c'est génial. Si on parle du bio et du local, bon, il faut savoir que déjà les enjeux du local, c'est de donner une meilleure rémunération à l'agriculteur, c'est aussi de limiter l'empreinte carbone du transport des denrées. Sachez qu'un yaourt, aujourd'hui, quelquefois, il parcourt 13 000 km pour arriver jusque dans une école. Je pense qu'on n'en a pas loin ici à Surgères, c'est quand même bien mieux. La question, c'est que... Il faut faire attention avec ça. Non, mais je veux dire, je parle, moi, local, en me disant déjà, si on arrive à vendre les produits qu'il y a à proximité de chez nous, s'il vient s'additionner ensuite ceux qu'on ramasse auprès de chez nous, comme on le dit, s'ils viennent s'additionner ensuite des produits qui sont sains pour l'alimentation, c'est encore un gain supplémentaire. Voilà. Parce que pour l'instant, le développement des produits bio reste... Il y a un rapport récent là, du Conseil de développement de la CDA qui dit que les produits bio, pour l'instant, en Charente-Maritime, c'est confidentiel. C'est finalement, on le vend en hamac, on le vend à la ruche qui dit oui, mais la cantine collective n'a pas accès à... Mais pour quelle raison? Qu'est-ce qu'on met comme la première raison, c'est que déjà l'agriculteur n'a pas la capacité de répondre au marché public. Dans un marché public, vous n'avez pas le droit de dire que vous voulez que le produit soit local et bio. Oui, c'est l'une des clauses, d'ailleurs. On n'a pas le droit de le dire, c'est-à-dire que c'est contraire aux règles européennes et aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. Vous ne pouvez pas dire... On peut tricher, dis-moi. On peut tricher, oui, en mettant... On peut effectivement rédiger les cahiers des charges de telle sorte que l'on puisse avoir... Je le dis parce que simplement... Il faut qu'il y ait une volonté, c'est toujours pareil. Je le dis parce que simplement à Royan, ils viennent effectivement de réussir quelque chose, un tour de passe-passe. La CARA de Royan a réussi à faire des marchés publics en adhérant au groupement d'achat du lycée hôtelier de La Rochelle, en y adhérant par le biais des produits d'entretien, pour faire partie du groupement d'achat, et dans ces cas-là, pouvoir inclure des denrées alimentaires de local. Alors, si vous voulez, il faut être très expert aujourd'hui. Beaucoup de communautés de communes et de collectivités font appel à des cabinets spécialisés pour pouvoir, effectivement, allotir de façon intelligente, mettre des clauses complètement déviées, alors qu'en fait, et vous avez raison quand vous dites,
il faut changer la tête, c'est là-haut, on devrait changer les règles des marchés publics, tout simplement, pour favoriser l'agriculture de proximité et les denrées alimentaires. En Italie, en 1998, pourquoi l'Italie est l'endroit où on produit le plus de bio, enfin, qui nous nourrit en France, parce qu'on a une progression en France de 28% cette année du bio, et en fait, on n'a qu'une progression de 13% en nombre d'agriculteurs. C'est les chiffres qui sont sortis au moment du salon bio allemand d'il y a 3 semaines. Et en réalité, en Italie, c'est arrivé, parce que c'est un peu la politique en Italie, c'est une chose, c'est tout un poème. Hein. Et donc, c'est une fonctionnaire complètement, mais alors, inconnue du bataillon, qui a mis un règlement qui s'occupe de la question administrative. Mais c'est une directrice de bureau, hein, c'est tout. Et elle a mis un règlement obligeant les cantines administratives de toute l'Italie à utiliser 5 produits locaux. Elle n'a même pas dit bio ou quoi que ce soit, elle a dit locaux. Et ben, les cantines sont passées automatiquement, ils se sont rendus compte que finalement, en prenant lieu, il y avait pas mal de locaux qui étaient bio, donc ils sont devenus, et en fait ça a soutenu tout le commerce bio, et comme les locaux qui étaient des petits gens ont pu et avaient l'envie de se développer et tout ça, et ben ils se sont développés vers le bio, et en fait c'est eux qui ont été après vendus par des boîtes comme ProNatura, machin, qui se sont développées, qui sont des plateformes de vente bio, première en Europe, numéro 2 mondiale. Dans la distribution, c'est ProNatura quand même. Donc c'est complètement fou. On a des capacités, parce que c'est une réussite incroyable qui s'est passée pour un petit règlement de rien du tout par une personne complètement anonyme. Génial. Comme quoi les choses peuvent évoluer. Il y a justement dans les expérimentations comme celle-ci qui sont des vraies réussites. On n'a pas une expérimentation. Oui, tout à fait. Enfin, dans un changement, il y a, si vous voulez, une possibilité très simple à court terme de faire. Ça serait d'arrêter de mettre, par exemple, dans les marchés publics, fruits et légumes, et de mettre pommes. Là, vous auriez effectivement des producteurs de pommes bio qui répondraient. Parce que je pense que le local va sponsoriser le bio dans le temps, de toute façon. Revenir à la proximité et la consommation de produits locaux ne peut qu'encourager effectivement l'amélioration de la production locale. Mais si jamais on continue de mettre ananas, bananes et pommes, c'est vrai que le producteur de pommes du sud de la Charente-Maritime, il ne va pas répondre au marché. Voilà. Sur les kiwis, oui, on a des kiwis en Charente-Maritime, mais pas sur les bananes. Donc, je crois que c'est vraiment une question de pédagogie. Il y a aujourd'hui un mouvement dans ce sens qui va dire dans le bon sens, sans jeu de mots. Et la question, c'est qui va vraiment adhérer au système, en sachant qu'effectivement, il y a des alternances, il y a des interventions différentes entre, si je prends les écoles, par exemple, vous avez le chef de cuisine, il est le salarié du conseil départemental, la gestionnaire et les salariés de l'éducation nationale, elle s'occupe des comptes, puis au-dessus, il y a encore d'autres gens et des élus. Et là, en fait, dans le millefeuille administratif, typiquement français peut-être, on se perd dans un manque de décision, jusqu'à ce qu'il y ait des personnes vraiment de forte volonté à taper du poing sur la table et à dire « faut y aller ». Donc, voilà. Merci. On va peut-être passer aux questions pour la salle. Pardon. Claire, vous vouliez... Non, ça correspondait à peu près à cette remarque-là, là, sur voilà, la volonté politique, elle peut se traduire. Quand je disais tout à l'heure, on peut tricher, c'est pas de la grosse triche, c'est de faire des lots de pommes et de pas mettre de quinoa dedans, parce que c'est vrai qu'on n'en fait pas beaucoup pousser. C'est de choisir, de mettre dans le marché public, et on a tout à fait le droit de le faire, des emballages réutilisables, récupérables 24 heures après. Le mec qui est au sud de l'Italie, pour venir récupérer ses cagettes, ça va être un peu compliqué. On laisse plus de chance aussi aux gens qui sont pas loin. Donc voilà, c'est des petites astuces comme ça. Et on n'est pas obligé non plus de... alors c'est du conseil qui se vend par des entreprises, mais les associations de développement de la bio font aussi ce genre de travail avec les collectivités. Et on peut aussi... les élus peuvent les solliciter pour ça, et ça peut quand même fonctionner. Enfin,
il ne faut pas être hyper pessimiste non plus. Il y a des tas d'endroits où ça marche. Et juste pour revenir sur l'histoire local, bio, tout ça. Alors il y a quelques années, c'était la grande mode. On opposait vaut mieux du local, vaut mieux du bio. Ah bah ouais, mais c'est pas loin. Mais c'est un élevage de poules industrielles, mais il est pas loin. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends du bio qui vient d'un peu plus loin? Bon, faut arrêter avec ce truc. Après, effectivement, si on rentre sur la démarche bilan carbone, là, faut être juste un petit peu plus vigilant. Le kilométrage n'est pas le bilan carbone. Vous avez peut-être encore en tête les exemples des agneaux Poitou-Charentes par rapport aux agneaux néo-zélandais. Élever des agneaux en bergerie avec du soja qui vient du Brésil, il vaut mieux le faire venir congelé en bateau de la Nouvelle-Zélande. En termes de bilan carbone, c'est un petit peu mieux. Donc voilà, c'est pour ça que ce qui compte dans le bilan carbone, le transport, c'est vraiment la dernière étape. C'est surtout le mode de production qui est générateur de cette pollution. Et du coup, c'est pour ça que quand on dit est-ce qu'on choisit du bio, est-ce qu'on choisit du local, de toute façon, le système bio qui est plus stockeur de carbone, parce que plus de couverture de sol, plus de diversité, etc., même si ça vient d'un petit peu plus loin, voilà. Faut penser que le transport, c'est vraiment la dernière étape du bilan carbone, quoi. Pour le quinoa, vous avez donc partout au bord des salins, au bord de mer, et puis dans les champs bio et tout ça, vous avez le kénopode, qui est la même plante, la même variété. Le quinoa, c'est Kénopodium quinoa, et l'autre, c'est le quinopode blanc, voilà, et aussi nutritif. Et sinon, vous avez aussi pour le poivre une plante absolument fantastique, c'est le masseron, donc le Smyrnium olusatrum, il y en a plein partout, qui est en fait une plante qui a été introduite par Charlemagne pour la sécurité alimentaire de l'Europe. Et aujourd'hui, les gens regardent ça, mais c'est délicieux. Vous cuisez ça, les petites feuilles, les petites pousses, comme des feuilles, comme des brocolis. Vous utilisez la racine. Alors bon, on va vous dire, vous allez détruire tout ça, mais bon, il ne faut pas trop retirer les racines. Mais c'est quand même une carotte. Alors, et au bord de la mer, il y en a plein. Et donc, vous avez une racine qui peut atteindre 60 cm de long, qui est absolument délicieuse. Elle est noire. Donc, l'extérieur, vous enlevez l'extérieur, vous le faites brûler, vous le faites sécher. Ça s'utilise comme du poivre. L'intérieur, vous faites des chips. Après, il y a un autre intérieur, vous l'utilisez pour faire de la purée. Il y a plein de ressources. Et c'est ça le problème, c'est la biodiversité. Il faudrait accompagner peut-être l'agriculture avec un nouveau regard sur la biodiversité pour montrer que d'abord, comme plante sentinelle, comme plante indicatrice, aujourd'hui, on ne voit plus ces champs multicolores, pleins de... Voilà. Et en fait, nous, quand on faisait avec mon botaniste Gérard Ducerf, avec qui je travaille depuis toujours, depuis très longtemps, dans les années 80, Gérard, il sortait d'un champ dans le Jura ou même ici, il y avait 300 plantes quoi, dans nos relevés botaniques. Aujourd'hui, quand on arrive à 50, on est heureux. Et en réalité, quand on est dans un pâturage, on arrive rarement à dépasser les 14. On est entre les 9 et les 14. Et donc là, le champ, ça veut dire qu'il est toxique. Et donc, on peut voir la qualité d'un champ juste en regardant la beauté. Et c'est souvent cette chose sur la beauté de la nature. Et puis, on oublie des choses. Aujourd'hui, on voit un champ tout jaune, on se dit « Ah, c'est super, c'est beau. » et ça. Non, il est en hydromorphisme, il y a trop d'azote, donc c'est des nitrites. L'argile, qui du silicate d'aluminium, est en train de se séparer. Les aluminiums, au lieu d'être Al2+, qui c'est un aluminium pas gênant et tout ça, deviennent Al3+, perturbateurs des liaisons neuronales. Voilà, donc... Et puis ça, après, donc, c'est des bactéries. Il n'y a plus de la vie bactérienne aérobique. Et ça veut dire que vous avez ces bactéries intermédiaires qui rentrent dans la vache. Et on a fait un truc qui était génial. Dans les années 70, il y avait un professeur, un microbiologiste fantastique. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de pétrole, mais on avait des idées. Et le type, il a inventé le bilan microbien du bol alimentaire. Et en fait, par rapport à ce que mangeait la vache dans le champ, on arrivait à comprendre ce qu'elle produisait comme fromage. Et après, on arrivait à comprendre l'état de santé du bonhomme qui mangeait ce fromage. Et maintenant, vous avez des yaourts et du lait. Eh bien, les levures normales, comme elles sont dans un système totalement anaérobique,
elles mangent des plantes qui vivent avec des bactéries qui vivent normalement sans air, peuvent vivre sans, elles n'arrivent plus. Donc on est obligé de faire des levures synthétiques à base d'Escherichia coli qu'on modifie pour ne pas les rendre pathogènes sur l'homme, ce serait dommage. Et c'est quand même ce qui donne les maladies nosocomiales. Hein. Et enfin, l'un des... Et on les utilise pour faire des yaourts dont je ne citerai pas la marque. Mais donc c'est un peu bizarre, voilà. mais on peut revenir en arrière, voilà. Il y a une seule plante. C'est quand vous voyez l'ambroisie artemisifolia. Là, c'est une plante de désert américain, et là, c'est la plante du non-retour. Là, pour revenir, là, il faut cultiver en hors-sol par-dessus, il faut revenir en arrière, ce qui est le cas, ce qui va être le cas en Beauce. Et donc voilà, mais on peut recréer cette vie. Mais dans ce cas-là, au lieu de cultiver du blé, on cultivera des tomates, parce que les tomates, ça pousse hors sol, c'est son biotope originel. Si vous mettez une tomate en pleine terre, une tomate n'a rien à faire dans la terre, elle va se battre pour essayer de survivre dans la terre, pour pouvoir retrouver des copains qui vont la faire sortir du sol. Une tomate hors sol, à la fin de l'année, ça fait 35 mètres de long, et ça aura produit 2 tonnes. Une tomate en pleine terre, ça ne fera pas plus de 3 mètres de haut, et ça aura produit maximum 150-200 kilos. Donc il faut aussi apprendre cette botanique, remettre un peu d'idées d'évolution pour avoir... Et sur la biodiversité et l'importance de cette biodiversité. Parce que cette biodiversité, c'est elle qui nous nourrit aussi, qui nourrit notre sol. Et si ce sol... c'est nous, notre sol. Hein. C'est, comme j'ai dit, nous sommes des sols à pattes. Et si on bousille notre sol, c'est nous qui nous bousillons directement. Et ça, on le voit directement aussi sur les enfants aux États-Unis et aussi ici sur l'autisme. L'autisme, oui. On est en train de faire des liens entre la nourriture qu'ingère. Et aujourd'hui, on parle du lien entre le cancer et le glyphosate, et donc le Roundup. Moi, j'aimerais plutôt qu'on s'intéresse à l'effet qui est absolument prouvé et dont on ne parle absolument pas, c'est l'effet direct que l'on trouve sur l'autisme et le glyphosate, qui est prouvé. Donc il y a tout un groupe de 90 chercheurs aux États-Unis. Monsanto a essayé de les avoir et tout ça, comme ils ont fait après Gilles Serralini. Ils n'ont pas réussi encore. Ils ne peuvent pas. C'est prouvé. Des questions peut-être? Oui, Michel Dabou, coprésident du Conseil de développement de l'ONIS, des 2 territoires, des 2 CDC, communautés de communes, ONIS Atlantique et ONIS Sud. Oui, la société civile, là aussi, a toute sa place. On l'a vu pendant ces 3 jours. Conseil de développement, vous en avez parlé de celui de La Rochelle. On travaille ensemble aussi, puisqu'on va travailler sur un SCOT commun, schéma de cohérence territoriale, et c'est heureux, pour travailler notamment sur les zones de biodiversité et comment on prévoit et on prescrit notre territoire avec les élus, parce qu'il faut les booster. C'est pas des élus, c'est pas d'un messie qui va débarquer que les choses se passeront. Sur le Conseil de développement, nous avons fait une enquête, d'ailleurs avec le soutien d'Agrobio, avec Carla Becquet, une collègue à Claire, sur la restauration collective en primaire et en maternelle, sur 51 communes, 39 réponses, sur lesquelles on a aussi travaillé directement avec certaines communes, grosses communes. Le résultat, c'est qu'on s'aperçoit que chaque clocher travaille individuellement. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de regroupement de communes sur les achats, sur les alimentaires, et que ces élus ne connaissent pas leur environnement, ne connaissent pas les agriculteurs, ne connaissent pas le monde qui les entoure et la production qui se fait localement. Donc, voilà, on va continuer sous forme d'atelier avec le soutien d'Agrobio dans cette dimension, puisque je crois qu'Agrobio a un schéma qui s'appelle le bien manger, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, bien manger ensemble. Voilà. Et c'est important parce que les élus ont aussi besoin d'être informés. Mais c'est la vie de nos enfants et la qualité de la nourriture qui en dépend. D'accord. Merci Michel pour ce témoignage. Bonjour, merci pour cette conférence passionnante. Donc moi j'ai appris qu'il y avait des champignons sous les plantes et sous les herbes.
chose que je n'avais absolument jamais entendu dire auparavant et que je n'ai jamais vu dans aucun manuel scolaire de mes 3 enfants qui s'étalent de 29 à 16 ans. Donc, on va dire une bonne petite génération et demie. Je vois toujours rien apparaître dans les manuels scolaires. Alors ma question c'est, est-ce que, Monsieur Huxley, vous avez un lien avec des personnes au niveau de l'éducation nationale, en fait, de ces gens qui fabriquent des manuels scolaires pour la future génération à venir? Alors moi, je n'ai pas d'enfant, donc je suis au milieu des plantes. C'est pas que je fuis, hein, c'est pas que je fuis. Mais non, c'est vrai. Moi, je suis sorti de l'université un peu à cause de ça, parce que même quand au début j'étais admissible à l'agro, et puis j'ai cherché le truc et tout ça. Je voulais parce que il y a des UV, donc des unités de valeur où on s'inscrit début de l'année, et puis j'ai rien vu sur le sol. Alors, les microbes. Alors, chercher sur les champignons, j'adore la truffe, moi. Rien. Et donc, ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Et en fait, c'est en 2000, que je dise pas de bêtises, la médaille d'or a été donnée en 2010, je pense, ouais, à un chercheur de l'INRA, pour sa découverte des mycorhizes. C'est fondamental, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 600 millions d'années, je veux dire, la plante, c'est un végétal qui s'associe avec un champignon. Ce n'est rien d'autre que ça, la définition d'une plante. Et on nous dit qu'on peut élever des plantes artificiellement. Alors, ça va encore plus loin que ça. Je veux encore plus vous rassurer, c'est terrible. Maintenant, on fait des fermes urbaines. Alors, alors c'est où? Alors, c'est de la terre qui stérilise, parce qu'il ne faut surtout pas que ça vit en dessous. Puis ils font pousser les trucs. Il y en a qui ne stérilisent pas. Ou alors, il y a encore mieux, c'est ce qu'on fait pour la production des tomates, voilà, parce qu'ils m'ont demandé de les conseiller. Donc je suis allé, mais finalement, ils ont eu très peur que je dévoile les trucs, parce que je suis rentré dans le... Et donc, ils font ça sur de la laine de roche. Donc la laine de roche, pas de problème, c'est tout à fait, c'est de la roche. La roche, c'est pas contaminant. C'est quoi votre formule? Silicate d'aluminium brûlé à 2000 degrés. Donc, on met ça, et puis alors, avec ça, donc, ils mettent des sels, donc de l'engrais. Qu'est-ce que ça fait, le sel sur du silicate d'aluminium? Ça fait des expériences chimiques. Et voilà. Et donc, vous avez cette tomate qui, normalement, ne vit... et bien, qui se nourrit... là. Et en fait, il y a une chose qui... Quand on mange ces tomates de supermarché, il y a une chose qui sont aussi des tomates qui ne sont pas bio, parce que les bio, ils ont l'interdiction de faire pousser les choses sur le silicate d'aluminium. Bien, si vous avez le malheur de manger une tomate dans un restaurant, il faut surtout enlever les pépins. Parce que tout l'aluminium se concentre. Les graines, c'est quelque chose où il y a tous les gras de la tomate qui y vont, et le véhicule des métaux lourds, ça s'attache au gras, et ça se véhicule comme ça. C'est la même chose que après, donc vous avez, si on suit, donc ça arrive là, et puis donc c'est pas digéré parce que nous on n'a rien qui digère les métaux avant, et puis dans le grand côlon, vous avez ce qui s'appelle les lactobacilles, et puis à côté de ça, vous avez plein de différents lactobacilles, et puis à côté de ça, vous avez les Clostridia. Et en fait, les Clostridia, c'est eux qui font un acide, qui est un acide gras, donc du gras, et qui chope tous les métaux, parce que les métaux sont bons, normalement, mais ils sont bons quand ils sont, parce qu'on en a besoin. On a besoin du fer, notre sang, c'est du fer. On a besoin de l'aluminium, on a besoin de tous ces métaux, du cuivre, du zinc et tout ça. Mais sous leur forme normale, pas quand ils sont sous forme ionique trop positive. Par exemple, Al devient aluminium 3+, et là, ils perturbent toutes les liaisons. Et donc, les Clostridia, leur boulot, c'est de faire ces acides gras
typiquement, qui vont directement dans le sang. Et si tout d'un coup on n'a pas mangé assez gras et tout ça, eh ben ça fabrique ou la myéline ou le gras de la colonne vertébrale. Donc c'est pas très bon, voilà. Et alors là j'ai une chose donc pour vous rassurer quand même, parce que voilà, il faut pas accepter les choses comme ça, faut pas accepter. Comme moi, je suis sorti de l'université, je suis allé apprendre, d'abord aller voir des grands anciens comme Théodore, que j'adorais, pour essayer de comprendre, choper la tête, changer la tête. Et puis, comme dit mon ami Gilles Clément, déconstruire. C'est-à-dire que lui aussi, quand il est sorti de l'agro et tout ça, il a dû déconstruire. Et donc, il a passé 4-5 ans à déconstruire son cerveau. Et donc, voilà, moi je suis là, puis après des Américains, des Anglais, parce que là, il y a encore des gens qui font des recherches comme ça, et qui sont financés surtout, parce qu'il y a des financements indépendants, qui ne sont pas financés, qui ne soutiennent pas un système qui produit des engrais et des médicaments. Et donc, voilà. Et là, il y a une chose qui me ravit vraiment. On m'a demandé de travailler sur des fermes urbaines. Alors, horreur. C'est pas possible. Vous êtes en train de fabriquer des gens qui seront dépendants des compléments alimentaires et des médicaments. Donc, j'ai dit non. À moins que vous vouliez qu'on travaille sur le concept de terroir. Et donc, de recréer. Alors, ça sera bien ou mauvais, mais au moins, ça sera moins mauvais. Tout le concept de vie bactériologique qui vivent autour de chaque espèce, dans chaque type de terroir, lié à différentes choses, et donc de remettre un petit peu de vivant dans ce système totalement synthétique. Et je pense que, oui, c'est possible. C'est exactement le même système qu'on avait fait avec le mycologiste, là, de remettre des spores ou des bactéries qui vivent avec ces champignons, et donc de faire ces mélanges originaires qui représentent en fait la grande prairie américaine qui avant recouvrait la planète, une bonne partie de la planète, mais qui aujourd'hui est réduite à une peau de chagrin, et bien de réutiliser cette information et cette biodiversité microbienne qu'on retrouve là pour remettre de la vie dans les champs, et bien pourquoi pas dans une ferme urbaine. Donc, pour vous répondre, vous voyez, je fais des tours dans tous les sens, mais c'est pour vous, c'est bien de regarder de tous les côtés. Pour vous répondre, non, il n'y a pas d'information. Mais bientôt, ils ne pourront pas faire autrement que de la donner, cette information. Parce que tout d'un coup, ils se retrouveront tout seuls. Voilà. Et voilà. Et donc, parce que c'est comme ça que la vie marche. Donc, respect pour la vie, encore une fois, c'est pas avec un déni du vivant qu'on peut progresser. Donc, forcément, on y arrivera. Il y a une autre question. Mais pas pas pour l'instant. Bonjour. Bonjour, oui, moi je suis au lycée et donc en fait j'ai eu l'occasion de visiter les cuisines de mon lycée et j'ai été surpris par le fait qu'on lave les fruits et légumes à l'eau de Javel en fait. Du coup je me demande si la perception occidentale essaye pas de trop chasser les bactéries en pensant que c'est dangereux quoi. Et fondée sur un modèle pasteurien un petit peu. Ben voilà, c'est exactement, vous avez tout compris, bravo. D'abord, le chlore est un polluant perturbateur endocrinien au dernier degré, donc au secours. Par exemple, pour se soigner, par exemple, quand on fait des teintures mères, il y a des gens qui vous disent, oui, lavez bien à l'eau avant de mettre dans... Ben non, justement, parce que si vous lavez bien à l'eau, vous perdez la moitié de la vie qui est invisible, en fait, mais qui... Alors, c'est sûr que le minéral, on peut le brosser, on peut l'enlever comme ça, mais justement, quand je reviens à la fabrication de l'être humain qui sort de l'utérus, et voilà, et qui après
sa première contamination, on va parler de contamination comme ça, et sa première contamination, parce que la contamination c'est la vie, c'est contaminé comme un rire qui contamine, et puis après on mange et qui sont contaminés, les légumes et tout ça, et ça c'est la base de la vie, c'est comme ça qu'on se construit. Donc alors c'est sûr que après les gens ont très peur parce que c'est la conservation, donc c'est la fraîcheur, c'est le... Donc oui, après il y a des choses... Et puis en plus de ça, comme je vous disais aussi tout à l'heure, c'est que quand on cultive sur un terrain qui est labouré, où on tue toute la vie de surface à force de l'enterrer, ou alors on met des produits hypersalinisants, ou alors des désherbants qui tuent toute cette vie microbienne de surface qui nous sauve, qui est le fondement de notre vie, eh bien c'est sûr qu'à ce moment-là, ces fruits et légumes sont remplis de bactéries pathogènes, qui sont des bactéries intermédiaires. Et ça, c'est un gros problème. Mais ces bactéries pathogènes, elles résistent au chlore. Je dirais même plus, elles se nourrissent du chlore. Donc, il y a un problème là, parce que, à mon avis, il faudrait remettre les choses à niveau, parce que le chlore n'est pas la solution. C'est la même chose dans les piscines. Les piscines, c'est un bain de... Voilà. Et donc, et justement, leur gros problème dans les piscines à Paris et tout ça, c'est pour ça qu'ils les ferment régulièrement pour nettoyer, pas avec du chlore, puisque ça ne marche pas, puisque les champignons, c'est des champignons qui aiment le chlore. Donc, plus ils mettent de chlore, plus il y a de champignons. Donc, ils sont mal barrés. Mais il y a pire que ça, quand même. Mais, par exemple, il y a la désinfection totale par des nanoparticules. Ça, c'est pas génial non plus. Mais, parce que ça va directement dans le cerveau. Donc, on peut pas rien faire, là. Alors, je pense qu'on va en rester là, puisque il y avait encore une question là-bas. Allez, une petite. Je voulais vous dire, on parle beaucoup des cantines scolaires, mais moi je suis toujours affolée par la nourriture qui est servie aux gens dans les hôpitaux, qui ont été opérés, qui sont en grande faiblesse. Ils n'ont jamais une vitamine, ils n'ont jamais une boisson avec des fruits, ils n'ont jamais... Je trouve ça absolument scandaleux. Je voulais avoir votre avis. Ah non, mais la nourriture, c'est justement la base de la vie, de notre santé. Et là, il y a un gros problème aussi de l'éducation, parce qu'on a fait en sorte de sortir la santé, de séparer la santé et la nutrition. C'est un tabou. Et à mon avis, ça c'est voulu, parce que c'est voulu par une industrie pharmaceutique dont nous sommes les premiers consommateurs mondiaux. Et donc, nutrition, santé, c'est un tabou. Il ne faut surtout pas en parler. Et donc, là, moi, je sais, ma mère était à l'hôpital, elle a demandé si c'était bio. On l'a insultée. Et en fait, chaque fois qu'elle mangeait, elle ne pouvait pas régurgiter. Ce n'était pas possible. Elle n'arrivait pas. Ils ont du mal à manger. Ils ont du mal à manger. Mais oui, c'est impossible. Et ils en ont besoin. C'est vraiment le moment où ils en ont besoin. Je trouve que c'est mortifère. Et ne serait-ce que pour la joie que ça donne. Mais voilà. Mais même le cerveau, parce qu'il faut penser à ça. C'est-à-dire que la nutrition, c'est quelque chose de technique, d'aliments, de nutriments et tout ça. Mais une part de la nutrition, c'est le partage, c'est le lien social. Tout à fait. Et c'est la joie qu'on en ressort. D'être ensemble, de parler, voilà. Cette folie de maigrir à tout prix. Là, on part dans d'autres débats peut-être. Merci. Voilà. Alors, du plaisir des sens, plaisir du goût, on va plutôt réjouir nos oreilles là d'ici une demi-heure. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde.